La question des réfugiés qui arrivent en masse, elle a commencé à se poser, disons, un peu avant la Première Guerre mondiale et surtout après la Première Guerre mondiale, de sorte que la Société des Nations s'en est inquiétée parce que ces masses de réfugiés pouvaient quand même avoir des effets déstabilisateurs. Et là, on observe comment, derrière cette vision théoriquement humanitaire, venir en aide, venir au secours des réfugiés, alors ça peut être les Russes, ça peut être les Arméniens, ça peut être les Assyro-Chaldéens, beaucoup plus tard, à partir de 1933, ce seront les réfugiés du nazisme. Eh bien, comment les États, cette approche humanitaire, venir en aide aux réfugiés, elle est sous-tendue par des problématiques complètement politiques et par la protection des intérêts étatiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant toute cette période de l'entre-deux-guerres, il y a beaucoup de textes qui sont adoptés. Il y a le fameux passeport Nansen, dont tout le monde connaît l'existence aujourd'hui, qui consiste à donner des papiers à ceux qui n'ont plus aucune identité, mais il y a aussi une ébauche de protection sur ce que les États ont le droit ou n'ont pas le droit de faire vis-à-vis des réfugiés. Mais tout ça, ça se fait par ce qu'on appelle à l'époque, de façon assez significative, des arrangements. C'est-à-dire qu'ils sont signés par plusieurs États, mais ils n'ont aucune portée contraignante. Ce qui fait que quand les réfugiés affluent par dizaines, centaines de milliers, et notamment d'Allemagne, notamment les réfugiés juifs, les pays européens, et y compris d'Amérique, leur ferment les frontières et estiment que le droit d'asile, eh bien, c'est si on veut bien. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que dans l'intervalle, il y a eu la Convention de Genève et il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Convention de Genève, donc, qui protège les réfugiés. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que cette Convention de Genève, elle a à peu près fonctionné pendant ses premières années d'application, c'est-à-dire dans le contexte de la guerre froide. Parce que de fait, la Convention de Genève, elle a été adoptée dans le contexte de la guerre froide et dans la perspective d'accueillir les réfugiés qui venaient de l'autre côté du rideau de fer. Et là, on les a accueillis à bras ouverts, dans une période en plus où l'économie était quand même relativement florissante. Et aujourd'hui, en fait, ça date des années 1990 de fait, eh bien, on constate qu'il y a de nouveaux flux de réfugiés extrêmement importants, mais avec une différence capitale aux yeux des États, c'est que ce sont des réfugiés venus du tiers-monde. Et donc aujourd'hui, les États européens, pris un par un, et aujourd'hui dans le cadre d'une politique commune, ferment leurs frontières. Et ce qui est intéressant du point de vue juridique, ce sont toutes les façons que les pays européens et l'Union européenne, tous les mécanismes qui sont utilisés pour contourner les obligations de la Convention de Genève en faisant semblant de ne pas la violer. Alors pour tourner la Convention de Genève, le premier moyen, c'est d'avoir une politique restrictive de reconnaissance du statut, puisque ce sont les États qui, chacun, ont, en France c'est l'OFPRA, leur système de reconnaissance du statut de réfugié. Donc selon que vous donnez le statut à 100% des personnes ou à 15%, eh bien les résultats, ou en Grèce parfois 0%, les résultats ne seront pas les mêmes. Et tout ça dans le respect théorique de la Convention de Genève, puisqu'il faut établir qu'on craint avec raison d'être persécuté. Donc on dit à quelqu'un, vous n'avez pas établi que vous craignez avec raison d'être persécuté, vous n'êtes pas réfugié. Deuxième moyen, c'est le maintien à distance des réfugiés, puisque la seule obligation à cet égard que comporte la Convention de Genève, ce n'est pas celle d'accueillir les réfugiés, mais elle interdit de les refouler. Donc pour cela, le mieux, c'est de les maintenir à distance. Pour les maintenir à distance, il y a toutes sortes de méthodes. Il y a d'abord une politique des visas très, très stricte. Il y a l'injonction faite aux transporteurs de ne pas amener aux frontières de l'Europe des gens qui seraient dépourvus des documents nécessaires, donc passeport et visa, et du coup, ils ne montent pas dans l'avion. Et également, donc, troisième élément, fermeture stricte des frontières qui fait la fortune des passeurs et qui provoque toutes ces morts
en Méditerranée, mais aussi, on ne le dit pas assez, dans le Sahara, dans les montagnes, dans les camps libyens, où la situation est épouvantable. Et tout ça, finalement, l'Europe estime ne pas en être comptable, puisque ça ne se passe pas chez elle. Je doute qu'un instrument international, donc une convention internationale, demain, décide que les États doivent accueillir chez eux les demandeurs d'asile. La souveraineté des États, la souveraineté territoriale des États ici, elle reste encore absolue et elle ne cède pas, même lorsque le droit d'asile est en jeu. Donc nous en sommes réduits à des moyens, je dirais, de pression politiques et moraux sur les États. On voit que ça n'est pas impossible, puisqu'après tout, Angela Merkel l'a fait. Elle a été tellement peu soutenue par les autres États européens qu'on a bien vu ce que c'est devenu. Mais je pense que si les autres États européens avaient un tant soit peu joué le jeu et accepté d'accueillir 50 000, 100 000 réfugiés, ça se serait mieux passé en Allemagne aussi. Et voilà, donc je pense que la question, elle est avant tout politique. Ce qui est très gênant aussi, c'est la façon dont les États, dont les gouvernements s'appuient sur l'état de l'opinion pour refuser l'accueil des réfugiés. Or, là aussi, l'expérience allemande est très nette. À partir du moment où Angela Merkel a dit « Wir schaffen es », eh bien, il y a eu des tas de mouvements de solidarité. Alors après, ça s'est refermé parce que de fait, ça devenait quand même un peu difficile. Mais là, même en France, il y a des tas d'initiatives communales, citoyennes, pour l'accueil des réfugiés. Donc la parole des gouvernants, elle a aussi une responsabilité dans la façon dont les gens appréhendent les réfugiés et peuvent en avoir peur.